Alors, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire Matière grise, une émission spécialement pour les gens de 50 ans et plus et tout leur entourage. Aujourd'hui, notre émission va parler principalement de sécurité pour votre bien-être. Alors, je vais recevoir en prévention des chutes Mme Sabrina Guité. Comme deuxième invitée, nous aurons une chronique sur le bouton de panique. Nous aurons ensuite une autre chronique sur la prévention de la maltraitance, de la fraude et de l'intimidation. Et pour débuter, parlons du programme PAIR avec M. Carl Wood. Alors, pour poursuivre dans notre thématique de sécurité, on parle aujourd'hui du programme PAIR avec M. Carl Wood. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Super bien. Toujours en sécurité? Oui. Puis aujourd'hui, on parle principalement du programme PAIR. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le programme PAIR, c'est un système automatisé qui génère des appels à tous les jours aux abonnés qui, soit qui sont seuls, ont des maladies, des problèmes chroniques, auxquels cet appel-là va servir surtout à responsabiliser les gens et surtout les familles à s'assurer que les gens ou les parents à l'intérieur de leur résidence sont en sécurité, ils sont toujours en vie, dans le fond. Bien oui. Et c'est un appel quotidien. Donc, pour nous, c'est un service qui est essentiel. On a déjà sauvé des vies par ce programme PAIR-là. Et depuis quelques années, on a l'avantage d'agrandir notre service de programme PAIR à la grandeur de la MRC grâce à nos partenaires. Sûreté du Québec, le CI3S Sorel-Tracy. Donc, ces partenaires-là sont super importants pour nous là, pour poursuivre notre poursuite de programme PAIR. Oui. Est-ce que c'est les gens qui font la demande pour être dans le programme PAIR? Oui, c'est les gens, c'est souvent les familles qui adhèrent leurs parents au service du programme PAIR. On a aussi l'avantage aussi avec la Sûreté du Québec ou même certaines personnes qui travaillent au CLSC qui peut aussi inscrire des gens là, au programme PAIR. OK, c'est la demande. Fait qu'en général, c'est pour le maintien, pour les personnes âgées, de rester à domicile en toute sécurité. Oui, c'est le but premier. C'est un service totalement gratuit. Donc, ça, c'est un des avantages. Aujourd'hui, il faut en parler parce que la gratuité n'est plus vraiment de ce monde aujourd'hui. Donc, c'est un des grands avantages. C'est un service qui est très efficace. Comme je l'ai dit, depuis 1987, que le programme PAIR est dans la région de Sorel, dans le temps que Sorel était non annexé. On est la première municipalité qui a mis en place ce service de programme PAIR. Donc, on peut en être fier de ce grand processus-là. Ça a toujours été fait partie de notre priorité. Depuis 2000, c'est le service des incendies ou le service de protection et d'intervention d'urgence qui assure la gestion et le suivi des appels du programme PAIR. Alors, c'est les gens qui décident à quelle heure qu'ils veulent que les appels soient faits et comment. Et il y a une procédure aussi. C'est pas nécessairement qu'au premier coup de téléphone où tu ne réponds pas, les pompiers arrivent chez vous ou la police arrive chez vous. Non. Là. Effectivement, ça prend 3 alertes pour assurer une alerte d'urgence chez nous. Donc, on procède à 3 appels. Ça peut arriver parfois que, la personne est déjà au téléphone, elle a oublié son appel. Donc, on s'assure, nous, de faire un retour. Et dès que la personne ne répond pas, nous, ça nous occasionne une alerte. Donc, une alerte, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle la personne sur place. Sinon, on a toujours des contacts qui sont au dossier du bénéficiaire. Comme des enfants inscriraient leurs parents, là, vous allez appeler l'enfant ou oui, c'est une des raisons pourquoi on exige au moins d'avoir un contact pour qu'on puisse le joindre. Souvent, c'est, elle est à l'hôpital, elle est chez ses parents, peu importe, elle a des bonnes raisons, donc l'alerte arrête là. Et si jamais on n'est pas capable de joindre personne, c'est là qu'on se déplace. Donc, nous, on se déploie de la caserne qui est affectée à cet appel-là, justement pour aller voir sur place si tout va bien.
Et depuis 1 an et demi, bien, maintenant, on est un service de premier répondant. Donc, si jamais il arrive quelque chose, comme il est déjà arrivé, on peut porter les premiers soins là, directement à la personne, au bénéficiaire sur place. Oui. Suite à notre conversation, vous avez fait en juillet dernier une intervention qui s'est avérée fructueuse avec 2 pompiers qui se sont présentés chez des gens. Alors, effectivement. Les bienfaits du programme PAIR, donc on a sauvé une vie grâce au service PAIR. Donc, de là qu'on incite beaucoup les gens à adhérer à ce programme PAIR-là. Je le répète, c'est totalement gratuit. On peut soit contacter la MRC Pierre de Sorel, la Sûreté du Québec ou directement dans nos bureaux au 450-780-5600. Donc, vous pouvez vous mettre en lien là, avec le service PAIR. Bien, merci beaucoup, M. Wood. Et nous, on poursuit avec le témoignage des 2 pompiers qui ont été justement sur les lieux de l'alerte qui a eu lieu en juillet dernier. Alors, suite à notre chronique sur le programme PAIR, je vais vous parler d'une intervention qui a eu lieu ici. Mes 2 invités, Philippe Loisel, bonjour, et Jimmy Dandonneau, bonjour. Alors, vous autres, vous avez été, vous êtes allés sur une intervention du programme PAIR. C'est ça, cette intervention-là, c'est arrivé au mois de juillet passé, donc on était de garde de jour à la caserne et un programme PAIR est rentré. On avait déjà eu des interventions de programme PAIR qui se sont avérées non fondées. Par contre, là, notre présence était requise sur les lieux. Et puis, c'est arrivé en juillet et depuis juin passé, nous sommes premiers répondants. Donc, on a l'équipement et la formation là, pour intervenir, entre autres, à ces appels-là. Donc, nos services ont été requis pour cet appel-là. On a pu aider la dame. La dame. Justement, on va parler d'intervention. Il faut dire que ça s'est passé au Beau-Chemin, ici, à Tracy, là, pour les gens qui connaissent la région. Donc, on sait que la porte est toujours barrée. Là, vous aviez là, la porte était débarrée à notre arrivée. Quand on est rentré dans l'appartement de la madame, elle était couchée sur son lit. Puis, on a pris ses signes vitaux. Les signes vitaux étaient un peu élevés. Elle avait un pouls en haut de 100 battements par minute. Puis là, on a décidé de se donner de l'oxygène. Puis là, ça l'a calmé. Tous ces signes vitaux ont baissé. Puis ensuite, on a pu prendre on a pu appeler l'ambulance pour leur dire qu'ils se présentent en urgence, parce qu'il y avait une urgence. Oui, elle avait besoin de soins. Il fallait d'autres répondants. Mais vous autres, vous avez eu l'appel PAIR. Il y a quelqu'un qui vous... C'est elle qui a téléphoné pour vous signaler qu'elle filait pas? En fait, dans le fond, c'est qu'elle avait manqué son appel hebdomadaire. Donc, là, nous, on reçoit l'alerte au poste. Donc, nous, on a une liste de contacts là, à contacter. S'il n'y a pas de réponse ou les personnes ressources ne peuvent se déplacer, à ce moment-là, nous, on se met en route. Donc, depuis l'arrivée du premier répondant, on se met en route avec notre unité de premier répondant et nos équipements. Donc, on était les 2 là, affectés sur cet appel-là. Donc, en arrivant là, on a constaté là, l'état de la dame. Donc, l'UTT de ce programme-là, la dame, personne n'aurait su, autrement dit. Là, que la dame n'était pas en condition de se lever. Donc, d'où l'importance de ce programme-là. OK. Bon. Fait que là, vous avez appelé les ambulanciers sont venus, puis vous retournez à votre Parce que eux, les ambulanciers ne sont pas appelés d'emblée là, sur un programme PAIR, donc il n'y avait pas d'ambulance d'affecté au départ. Donc, nous, en appelant la centrale, on a pu aviser de déployer une ambulance, comme quoi il y avait une urgence de transporter la madame à l'hôpital. Oui. Suite à cette intervention-là, maintenant, vous êtes mieux outillés pour aller sur des ressources. Vous me parliez tout à l'heure d'oxygène, maintenant, que vous avez de... Ce qu'on n'avait pas avant, dans le fond, d'être premier répondant là, ici au service depuis juin passé. Donc, avant ça, on se déplaçait sur ces appels-là. Par contre, nos interventions étaient limitées à un DA et une trousse là, médicale. Mais aujourd'hui, on a la formation, les équipements requis là, pour améliorer la qualité là, de notre intervention. Là. Oui. Puis est-ce que vous en avez souvent des appels comme ça? Le programme PAIR, c'est plus... souvent, ça va se régler par téléphone, un contact. On va dire, pouvez-vous aller vérifier cette personne-là? Souvent, ça va se limiter à ça. Par contre,
dans l'impossibilité de rejoindre les personnes, là, on va se déplacer. Là, mais des déplacements comme tels, souvent, ça va se régler là, par téléphone. Par téléphone, ouais. mais vous êtes là quand Souvent, même. ça peut être qu'elle a oublié de répondre à son téléphone ou elle n'a pas entendu. elle est partie sans aviser, etc. Par contre, ça l'assure une présence, une sécurité. Là, si jamais on ne se déplace pas, il y a quelqu'un quand même qui va se déplacer. Donc, c'est rassurant là, pour les bénéficiaires de ce programme-là. Ben oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette belle intervention. Merci pour Merci vos beaux beaucoup. témoignages. Puis, Plaisir. je vous souhaite bonne chance pour les prochaines. Merci. Nous allons maintenant à nos chroniques. La première est sur la prévention de la maltraitance, de la fraude et de l'intimidation. Et notre deuxième chronique se tiendra au sujet du bouton panique. Aujourd'hui, nous rencontrons Sergente Annie Letourneau qui va nous parler des fraudes qui sont susceptibles d'arriver aux personnes âgées, aux aînés. Bonjour, Mme Letourneau. Bonjour, M. Marcé. C'est ça, et justement, aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être ici pour parler, selon votre questionnement, sur les fraudes qui peuvent exister là, envers les personnes plus vulnérables. Bien entendu, il y a différents types de fraudes. Et c'est très important pour les gens d'être conscients que peu importe dont le malfaiteur va s'en prendre, la façon de faire pour essayer d'extirper des renseignements personnels, par exemple, ou des sommes monétaires. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est bien. On a plusieurs types de fraudes. Est-ce qu'on peut en énumérer quelques-unes? Il y en a une, c'est la fraude de grands-parents. La fraude de grands-parents, c'est les malfaiteurs, ils vont axer sur le fait que l'émotivité, ils vont se faire passer pour un petit-fils, par exemple, qui est à l'extérieur, qui est en prison, que ça prend immédiatement, rapidement, 5 000 pour sortir. Souvent, il y en a malheureusement qui vont se faire arnaquer de cette façon. À ce moment-là, c'est pour ça que c'est important. Si ça vous arrive, vous recevez un appel, puis vous vous dites « Mon Dieu, mon petit-fils, il est vraiment dans le pétrin, il a besoin d'argent », bien, vous pouvez poser des questions que seuls vos vrais petits-enfants vont savoir. C'est bien ça. Oui. Puis toujours valider aussi auprès des membres de votre famille, d'appeler, par exemple, ses parents, sa sœur, son frère, dire oui, mon petit-fils, est-tu vraiment en prison à tel endroit? Donc, c'est très important de toujours valider. Toujours valider. Oui. On a souvent aussi des fraudes au niveau de demandes d'Internet autres qui nous demandent nos données personnelles. C'est quoi une donnée personnelle sensible? Oui, effectivement, il y a plusieurs renseignements personnels qu'on doit préserver comme si ça serait notre argent. On fait attention quand on a notre argent d'en prendre soin, mais c'est la même chose pour nos renseignements personnels. Les renseignements personnels, on parle de votre nom au complet, bien entendu, date de naissance, numéro d'assurance sociale, votre adresse courriel, hein, maintenant on parle de notre adresse courriel, aussi notre numéro de permis de conduire, de passeport, votre NIP, hein, vos mots de passe, bien entendu. Ça, c'est important d'en prendre des compliqués, avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, pas des mots de passe simples, par exemple, votre nom de famille, 1, 2, 3, 4, 5, c'est important de vraiment en prendre des plus compliqués, mais de ne pas les inscrire derrière votre carte de crédit, par exemple, ou de les laisser dans votre portefeuille à ce moment-là. Fait que c'est important de faire attention. Okay. De plus en plus, les sites, quand on demande un mot de passe, ils demandent d'écrire le mot de passe, puis ils vous disent si c'est acceptable, c'est un minimum acceptable pour les mots de passe, avec les caractères spéciaux, les chiffres, les lettres majuscules, de bien suivre ça, puis de prendre justement des façons, une phrase, un élément qui est assez long quand même pour protéger, mais que vous allez pouvoir vous en rappeler quand ça va être le temps. Oui, effectivement, c'est important de pouvoir se rappeler de son mot de passe. Puis oui, vous avez un bon truc, là, la phrase, ça peut être un bon truc. Non, d'accord. Quand on parlait de documents personnels, de données personnelles, parfois on reçoit des lettres du gouvernement, on reçoit des informations, des cartes de crédit, ici et ça. On peut les protéger, on les a à la maison,
Mais quand on veut s'en débarrasser, c'est quoi la meilleure façon de protéger ça? Effectivement, la meilleure façon, c'est de les découper, de les déchiqueter. Si vous avez le budget nécessaire, vous pouvez vous acheter une petite poubelle déchiqueteuse que vous pouvez garder à la maison. Sinon, vous pouvez les cumuler. Puis, par exemple, ici dans la MRC, une fois par année, au mois d'octobre, à mi-octobre, en partenariat avec la Sûreté du Québec et la Caisse des Jardins de Pierre-de-Sorel, il y a une journée de déchiquetage et de prévention du vol d'identité. Vous pouvez aller les porter à cet endroit-là si vous n'avez pas les moyens ou les sous d'avoir votre petite poubelle, ou les découper vous-même avec vos ciseaux, vos cartes de crédit, documents. Parce que les malfaiteurs, ils peuvent aller justement vérifier vos C'est ça, les poubelles. Dans le recyclage, on ne met pas des feuilles complètes d'informations personnelles dans le recyclage. Non, effectivement. C'est la place la plus facile. Oui. Parce que dans une poubelle, ils peuvent être détruits par les autres éléments dans la poubelle, mais dans le recyclage, c'est juste du papier ou quelque chose. C'est ça. Alors, d'accord. Maintenant, on a des services dans la région pour nous couvrir là-dessus, nous informer. Oui. Si vous avez un soupçon, un doute, que vous êtes victime, vous avez reçu un courriel, vous avez eu un appel, quelqu'un s'est présenté à votre porte, vous pouvez appeler votre service de police locale. Vous pouvez nous appeler ici. Ça va nous faire plaisir de vous dire, de vous conseiller si c'est une fraude ou pas. Sinon, avant d'appeler votre service de police locale, vous avez toujours aussi des gens de votre entourage que vous pouvez avoir comme conseiller ou des ressources de la région, CLSC, ou vos enfants. Fait qu'à ce moment-là, ça peut vous donner un bon aliment de savoir si vous êtes victime ou pas de fraude. Puis, quand vous recevez, par exemple, un courriel que vous n'êtes pas certain d'une grande entreprise, une grande compagnie, dites-vous qu'habituellement, c'est rare. Bien, c'est pas c'est rare, c'est jamais que vous devez donner vos mots de passe si vous n'avez pas fait la demande vous-même. C'est ça, comme la banque vous écrit pour vous demander des informations, compléments de dossiers, etc. Les banques ne font pas ça sur Internet. Non, effectivement. Donc, si vous recevez ce courriel-là, il faut être vigilant et vous appelez pour valider, vous ne donnez jamais ça par courriel. OK. Fait que nos services dans la région, il ne faut pas gêner pour les utiliser. Non. On peut communiquer avec la Sûreté si on a un doute. Si jamais une personne tente de nous arracher des informations ou essaie de nous intimider dans le sens de mettre de la pression, ça aussi, c'est bon de rapporter ces informations-là à la police. Effectivement. On peut dire en conclusion que la vigilance reste de mise en tout temps. Aujourd'hui, nous sommes avec Mme Denise Daigle du CAB qui va nous présenter un système de boutons d'urgence à la maison. Madame? Bonjour. Oui, donc c'est un système pour les gens qui demeurent seuls et qui ont certains problèmes de santé qui pourraient tomber. Et en occasion, on sait que des fois, ils peuvent rester longtemps en terre avant que quelqu'un s'en aperçoive. Donc, avec ça, ils sont avec quelqu'un 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Nous, c'est la compagnie SOS Médic. Et les gens ont sur eux soit un bracelet, soit un bouton, et sur lequel ils appuient justement s'ils ont un malaise. Ça va automatiquement sonner à la centrale, qui, eux, vont automatiquement rappeler au numéro d'où provient l'appel, pour s'enquérir de la situation, parce que des fois, la personne elle peut juste tomber, pas besoin d'aller à l'hôpital, en ambulance, mais ça prend quelqu'un pour l'aider à se relever. C'est pour ça qu'on demande aussi le nom de 2-3 personnes qui ont une clé et qui demeurent pas loin pour pouvoir aller débarrer la porte si jamais l'ambulance devait venir ou simplement aller les relever. C'est vraiment sécurisant et pour la personne et pour la famille. Des fois, les enfants demeurent plus loin, le parent est seul dans la ville, donc puis il n'y a pas toujours quelqu'un à proximité nécessairement qui va y aller. Donc, avec ça, ils ne sont jamais seuls. OK. Ça, c'est un service offert par le CAB? C'est le Centre d'action bénévole qui offre ça, exactement. Les gens qui veulent en avoir appellent ici au bureau et moi, je prends les demandes que je réfère à mon technicien. Habituellement, dans la même semaine, l'appareil va être installé.
technicien est très compétent, il est professionnel, il fait ça très bien. S'il y a un problème, il va le réexpliquer. Et si jamais il y a un défaut, c'est quoi qui ne fonctionne pas, il va m'appeler, Laurent va y aller. Et ça, ça ne coûte rien, là, ça fait partie du service. OK, puis ça, il y a des frais avec ça? Il y a des frais qui sont, je dirais, minimes. Normalement, si le client passait directement par SOS Médic, ça coûterait 28,69 par mois, taxes incluses, c'est quand même assez minime comme coût. Mais s'il passe par nous, à cause d'une entente qu'il y a entre eux et nous, ça ne coûte que 17,25 par mois, taxes incluses, pendant 6 mois. Après, il tombe au tarif régulier de 28,69 par mois. OK. Ça comprend l'appareil et un bracelet. Oui, c'est ça. Ils ont le choix entre un bracelet ou un médaillon. OK. Le médaillon ici, ce médaillon-là, c'est pour les chutes. Oui, bien, c'est-à-dire quelqu'un qui veut un détecteur de chute, c'est 10 pièces de plus par mois. OK, 10 de plus avec ça. Oui, mais ça, il faut qu'il prenne le médaillon pour le détecteur de chute. Ah, OK. Tu n'as pas que le bracelet, ça ne vient pas que le bracelet. Donc, Bien, on vous remercie beaucoup, Denise. Bien, ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Sabrina Guité. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour, on a un sujet très particulier, c'est la prévention des chutes. Tout à fait. Et ça arrive souvent? Malheureusement, oui. C'est la cause des hospitalisations chez les personnes âgées et même de décès pour la plupart, mais c'est surtout un signe de perte d'autonomie lorsqu'on chute souvent, lorsqu'on est âgé. Oui, les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les chutes? Mais il y a plusieurs façons de les prévenir. D'ailleurs, je vous présente tout de suite mon dépliant, le dépliant du 6 de la Montérégie S. La prévention des chutes, une question d'équilibre. Donc, c'est autant d'adapter son domicile, d'éviter des comportements à risque, adopter de bonnes habitudes et être actif. C'est vraiment les 4 messages clés qu'il faut retenir là, pour prévenir les chutes. OK. Qu'est-ce qui cause les chutes en général? C'est toutes sortes de choses. En fait, ça peut être un problème de médication mal suivi. Ça peut être une perte d'équilibre, un manque de musculature, des mauvaises habitudes de vie aussi. Mais ça peut être aussi un signe que notre système ne va pas bien. OK. J'ai un exemple d'une collègue de travail que son père, finalement, il a été diagnostiqué avec le Parkinson. Fait que ça a été un indice. Ou sinon, ça peut être juste un problème d'oreille interne. Donc, l'équilibre peut être vraiment à différents niveaux. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut consulter les bons professionnels de la santé. Oui, puis sans être rendu malade, il y a une question de sécurité dans nos maisons. On va toujours trop vite, hein? Oui. Comment on peut modifier notre maison pour la rendre sécuritaire? Bien, c'est sûr qu'il y a des fils qui traînent, des seuils de porte trop élevés, avoir une main courante auprès des escaliers, tout ça, c'est important. Un éclairage adéquat, mais aussi la nuit. Donc, des veilleuses qui sont sensibles à la mobilité, tout ça. Donc, on se déplace dans le corridor, la veilleuse s'allume, ou on a une veilleuse à côté de notre lit, etc. Donc, vraiment, l'éclairage, c'est la clé. Une bonne vision. Les personnes qui ont des problèmes de vision aussi sont très à risque de chute. Ça, c'est un fait très important qu'on a trouvé dans la littérature. Il faut adresser aussi nos problèmes de vision. Oui, effectivement. Alors, si jamais on tombe, par exemple, là, il est déjà trop tard, on a tombé, mais il y a quand même une manière de se relever tout à fait sécuritairement. Tout à fait. Puis je crois que c'est très important que les gens le sachent. Vous allez le voir à l'écran. Donc, vraiment, le but, c'est évidemment de se calmer. Il faut prendre le temps de se coucher sur le dos, de se calmer, puis ensuite de se retourner sur le ventre ou sur le côté pour prendre le temps de nous repositionner et tout ça. Pour ensuite s'appuyer sur les mains pour redresser le tronc, se mettre à 4 pattes. Donc, prendre le temps. Si vous avez accès à un oreiller, vous pouvez aussi l'utiliser pour être confortable. Ce qui est important ensuite, c'est de se hisser vers un meuble qui est dur, donc une chaise ou un sofa, pour se relever et s'asseoir sur le sofa avant de même penser se lever, parce que là, on peut être étourdi. Oui, OK. Donc ça, c'est très important. Donc, prendre le temps à chaque étape pour retrouver ses esprits et tout ça, puis retrouver notre équilibre. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qui est aussi important à retenir, c'est que si on n'est pas capable de se relever... Oui, parce que c'est quand même une problématique. Ça se peut qu'on ne soit pas capable. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est de faire du bruit. Donc, trouver un objet qui est autour de nous pour faire du bruit sur les murs, sur un objet, sur le plancher, pour que quelqu'un nous vienne en aide. Évidemment, si on était en prévention
dans notre adaptation de domicile ou dans nos comportements, bien, on va avoir un téléphone proche de nous, on va avoir peut-être notre bouton panique, on va avoir un téléphone déjà prévu par les pairs pour qu'ils nous appellent et tout ça. Donc, si on a une structure autour de nous, des proches qui nous appellent à tous les jours, bien, on va pouvoir facilement avoir de l'aide pour nous aider à nous relever. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui arrivent à l'hôpital qui ont chuté et qui ont passé 24 à 48 heures au sol. Ah, ça, c'est terrible. C'est sûr, c'est horrible parce qu'une journée d'immobilisation, c'est 3 jours de récupération. Donc, vraiment, il y a une perte d'autonomie qui est induite, évidemment, par la chute qu'il faut éviter à tout prix. La malnutrition, évidemment, si on est 1 journée à 2 journées au sol, évidemment. Bien évidemment, il y a une malnutrition, il y a une dénutrition qui est enclenchée. Donc, c'est pas facile à récupérer de ça. Et évidemment, de toute notre musculature là, qui a été au repos, malheureusement, pendant 24 à 48 heures, c'est beaucoup trop pour une personne âgée. Oui, puis ça serait important d'avoir un réseau d'amis pour se contacter, se téléphoner régulièrement. Tout à fait. Si on ne répond pas au téléphone, il y a quelqu'un qui peut appeler du secours. Exactement. Donc, le réseautage, éviter l'isolement social, dans le fond, c'est un peu l'objectif aussi de toutes les activités communautaires qu'on peut avoir à notre ville ou dans notre communauté. Donc, c'est important de faire appel à ces activités-là, justement, pour ne pas être seul dans notre milieu. Oui, puis toujours dans le sens de la prévention. Tout à l'heure, tu disais une des causes, peut-être les médicaments. Oui. C'est de s'assurer des effets secondaires, des nouveaux médicaments qui sont introduits ou de ceux qu'on prend déjà. Tout à fait, parce que heureusement, en fait, on a notre pharmacien qui est le pivot, dans le fond, de notre liste de médicaments. Parce que souvent, on a différents prescripteurs, puis les médecins, avec toutes leurs bonnes intentions, ne sont pas toujours au courant de toute notre liste de médications, mais le pharmacien l'est. Donc, c'est très important de lui faire part aussi de tous les médicaments naturels qu'on peut prendre, oui. Les médicaments qu'on retrouve sur les comptoirs qu'on appelle là, au niveau là, des étagères, comme le Tylenol, l'Advil, mais des fois, il peut avoir des effets secondaires ou des interactions médicamenteuses qui sont non désirées. Alors, je te remercie beaucoup, Sabrina, pour cette belle chronique et au plaisir. Ça m'a fait plaisir, merci. Alors, comme on l'a vu à l'émission, se sentir en sécurité, c'est un besoin essentiel. Alors, prendre tous les moyens pour s'assurer d'être en sécurité et prolonger notre maintien à domicile, c'est toujours quelque chose qu'on devrait faire et c'est quelque chose qui rassure aussi notre famille. Alors, sur ce, je tiens à remercier toute l'équipe de Matières Grises et je tiens aussi à mentionner que l'équipe technique et sont toutes des personnes de 50 ans et plus qui sont bénévoles et qui travaillent pour faire cette émission. Alors, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.